Bonjour, on est maintenant rendu dans la troisième démonstration sur Modbus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se faire un master avec notre Arduino Micro directement. Comme précédemment, on va avoir un module esclave qui va avoir le numéro d'identification 1. On se souvient, il y avait un LED qui était accessible avec le COI 1, donc à l'adresse qu'on peut écrire. Et aussi, on avait un bouton qui était en entrée seulement, elle disponible dans les discrete input, équivalent à l'adresse 10001. Maintenant, on va avoir notre module maître qui va être fait sur le Arduino Micro, qui va communiquer avec le SN75176 par RS485 avec notre module esclave. Dans une seconde partie, on va aussi s'ajouter via la communication USB un moniteur série qui va nous permettre d'observer les trames qui sont transmises et celles qui sont reçues. Donc, on n'ira pas faire quelque chose d'aussi complexe que ce qu'on avait vu avec QMod Master, mais au moins on pourra voir ce qu'on transmet et ce qu'on reçoit, donc ce qui pourrait éventuellement être utile pour débugger si jamais on avait des problèmes. Au niveau de montage, pour l'Arduino Micro, ce qu'on va faire, on va utiliser un bouton. Quand on va appuyer sur le bouton, c'est lui qui va au fond envoyer et déclencher l'écriture pour faire allumer le LED sur le module. Et on va voir un LED ici qui va être le reflet de ce que détecte le capteur du module. On se rappelle, j'avais utilisé un bouton pour simuler justement l'état. Puis bon, dans ce cas-ci, là, en ce moment, on se souvient, ici, le bouton il est actif bas. Donc, quand il n'est pas appuyé, il est présentement à 5 volts. Donc, ici, on voit un 1 sur le LED. Puis, si j'appuie dessus, il s'éteint. Même chose pour le bouton ici, mais lui, il fonctionne quand j'appuie, j'active le LED de l'autre côté. Donc, en ce moment, c'est fonctionnel. Encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le code ensemble pour voir comment je m'y suis pris. Puis à la fin, on va faire la petite modification pour ajouter la communication USB. Présentement, j'ai un projet qui a été créé vraiment de base auquel j'ai ajouté des fichiers modbus rtu.c, modbus rtu.h, rs485c et h qu'on avait déjà vu dans une autre présentation. Bon, le modbus rtu.c et .h, il est un peu différent dans ce cas-ci par rapport à ce qu'on avait vu dans le module. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait la présentation. Alors ici, dans le main, on va fonctionner encore une fois avec les délais juste pour se simplifier la vie au niveau du main. J'ai un appel sur la fonction modbus RTU. Je me suis fait des petites définitions ici pour le bouton, le LED qui est celui sur la plaquette, donc le LED jaune. Puis j'ai aussi le LED state qu'on utilisera plus tard quand on ajoutera la fonctionnalité USB. J'ai aussi ajouté une variable d'état, donc par rapport au système, parce que à un moment, on va faire la lecture du sensor, puis dans un autre moment, on va envoyer le bouton. Donc, on va alterner entre chaque fois qu'on retourne dans la boucle. Est-ce qu'on est maintenant rendu à écrire le bouton ou à lire le capteur? Donc, je fais alterner les modes. Ici, je me suis fait une enum pour les états. Je trouve ça propre de fonctionner comme ça avec un type def. Au lieu de faire, par exemple, l'état 0, ça serait euh, lire le capteur, état 1, ça serait envoyer le bouton. On fond avec des titres comme ça, donc on ne peut pas se mélanger. Le type def, c'est juste pour m'éviter d'avoir à réécrire enum system states ici. Puis je trouve ça un petit peu plus propre aussi. Donc je fais un type def system state underscore t juste pour me rappeler qu'il y a un type def associé à ça. Puis ici, ma variable qui est déclarée, je vais commencer à la lecture du capteur. Bon, la lecture du capteur, quand elle va être faite, elle va envoyer la réponse dans Sensor. Donc, Sensor ici, je vais l'associer avec la réponse que j'obtiens lorsque le capteur retourne son état. J'ai une fonction hardware init qu'on ira voir dans quelques instants. J'ai un délai à toutes les 100 millisecondes. Au fond, je vais changer d'occupation. Je vais passer d'un envoi à un autre. On pourra l'augmenter tantôt là, pour réduire le nombre de messages dans la console, mais pour le moment, on va le laisser à 100 millisecondes. Ici, ça teste. Bon, la fonction modbus task, on verra dans ce cas-ci, elle retourne des valeurs un peu différentes que par rapport à ce qu'on avait avec le capteur.
Donc, Modbus Task nous retourne normalement Modbus Busy parce que, mettons qu'on a fait une demande d'écriture ou de lecture, mais quand il est en train d'attendre la réponse du module, il est busy. Puis, dès qu'au fond, il a terminé, pour une raison quelconque. Donc, ça peut être, par exemple, qu'il est time out, ça peut être qu'il y a eu un mauvais CRC, un mauvais écho ou une bonne réponse. Donc, peu importe la raison pour laquelle c'est terminé, dès que c'est plus busy, il va rentrer ici à l'intérieur, puis il va pouvoir passer à une nouvelle opération. Bon, on pourra décider ce qu'on fait avec l'information éventuellement. Pour l'instant, on ne fera rien avec. Ici, il y a le branchement en fonction de où on est rendu, soit lecture du capteur ou défaut là, qui revient à envoyer l'état du bouton dans ce cas-ci. Alors, si on est à envoyer l'état du bouton, ben, j'utilise la fonction modbus ride single coil qui reçoit par paramètre, on verra le numéro d'identification du module qui est visé, l'adresse qui nous intéresse et ben, la valeur qu'on veut communiquer. Dans ce cas-ci, ben, c'est un 1 ou un 0. La fonction s'occupe de changer ça en FF00 ou 0000 si jamais on voulait l'avoir à off. Ensuite, ben, on change pour que la prochaine fois qu'on revient, on va faire la lecture du capteur. Quand on fait la lecture du capteur, ben, on utilise la fonction modbus read input qui, encore une fois, reçoit le numéro d'identification, l'adresse visée, le nombre qu'on veut lire. Et dans ce cas-ci, ben, vers où renvoyer le résultat. Donc, on passe l'adresse de notre variable sensor qu'on avait. Naturellement, ici, je fais juste une lecture, donc ce n'est pas un problème. Mais si je voulais récupérer plusieurs, il faudrait lui passer un tableau probablement. De ce côté-ci, ben, je change encore l'état. Puis, tout ce que je fais, c'est ben, à chaque boucle, l'état du capteur est affiché sur le LED du montage. Donc, comme ça, la variable sensor est directement affichée. Si on peut revenir ici à la définition de LED sensor set, au fond, lui est sur PD6 en ce moment. Puis, tout ce que je fais, c'est une affectation en disant, OK, ben, temporairement, fais ton calcul d'un côté, mets le bit 6 à 0, puis affecte-le si jamais A est différent de 0, ce qui va me donner ici 1 décalé de 6. Sinon, ben, je fais un OU avec un 0 décalé de 6, ça ne fait absolument rien, ce qui va mettre mon bit à 0 dans l'affectation. Donc ça, c'est pour le programme principal qui utilise nos fonctions. Maintenant, on va passer à regarder vraiment comment c'est fait dans Modbus. On va commencer par regarder les définitions qui sont fournies dans le point H. Encore une fois, ici, j'ai le baud rate puis la fréquence du CPU qui vont être utilisés pour faire la configuration du RS485. La grosseur maximale des trames qu'on va transmettre. Bon, ici, encore une fois, là, c'est 2 fois les registres maximum. On avait 8 registres dans nos définitions de capteurs, je pense qu'on avait fait. Fait que là, je voulais en supporter 16, mais dans l'exemple, on fait qu'un seul. Mais bon, c'est prêt à supporter un exemple plus grand. Ici, on a les états de Modbus, donc aucune erreur. Les codes qui sont inspirés des codes d'erreur qu'on reçoit, donc quand il y a une exception, donc ça, c'est les numéros de code qui correspondent puis des nouveaux numéros de code que j'ai ajoutés pour tous les autres états. Donc, tous les autres états, ça peut être ben, qu'on est busy, donc j'ai mis le dernier, puis finalement, juste en revenant par en arrière, ben, j'ai fait toutes sortes des autres cas qui peuvent arriver. Donc, par exemple, qu'on a reçu une réponse, donc tout va bien, on a reçu une réponse. Dans ce cas-ci, Modbus timer error, donc ici, si on avait par exemple un timeout, personne ne nous répond, pour une raison quelconque. Là, ça pourrait être que le module est déconnecté ou qu'on a fait une erreur de CRC ou qu'il y a une trame incomplète qui a été reçue de l'autre côté. Donc, toutes les raisons qu'on avait vues que les capteurs peuvent ne pas répondre, ça va déclencher timeout erreur. Si on a une erreur de CRC, donc si à l'écho, nous autres, ce qu'on reçoit, une erreur de CRC, ben, ici, ça va détecter, ça va déclencher cette erreur-là. Puis, si jamais l'écho ne correspond pas, donc par exemple, quand on fait l'écriture du COI, c'est supposé nous retourner l'écho parfait. Donc ici, il vérifie est-ce que l'écho est correct. Ici, ce n'est pas le cas, ben, ça va nous donner une erreur, ce qui va permettre au main de savoir ben,
qu'il a demandé l'écriture d'un code et que ça ne s'est pas bien fait. Pour les fonctions qui sont disponibles, fonction d'initialisation, la fonction des tâches et les différentes fonctions d'accès. Donc, par exemple, read COI, read input, puis write single COI. Donc, on ne teste pas le read COI en ce moment dans la démonstration. On teste le read input puis le write single COI. Donc, au niveau du read input, il reçoit le numéro d'identification, l'adresse qui est visée, le nombre d'éléments qu'on va lire et finalement la destination, donc vers où renvoyer l'information quand elle va être reçue. Ensuite, au niveau de Modbus Write Single Core, ben lui, numéro d'identification, l'adresse, puis la donnée, donc vrai ou faux, dans ce cas-ci, qui l'intéresse vraiment. Alors, dans le fichier Modbus RTU.c, ça débute ici, j'ai des prototypes de fonctions qui seront démontrés plus tard. Donc, le calculateur de CRC, puis une petite fonction interne là, qui permet de remettre à zéro. Donc, quand je mets un petit soulignement au départ, là, je vous rappelle, c'est pour mes fonctions que je considère comme étant privées, donc qui sont limitées juste au point C, ne sont pas disponibles à partir du point H. Au niveau des fonctions qui sont supportées, ici j'ai les définitions pour les trois fonctions qu'on utilise, read COI, read input, write single COI. Donc 1, 2 et 5. Ici, ça nous évite de connaître les codes par cœur. Calcul de la grandeur de nos tampons, donc pour les trames de transmission et de réception, basé au fond sur les informations qui sont définies dans le point H, là, qui sont basées sur au fond le nombre de registres multiplié par 2 plus le 9. Donc on a 8 qu'on vise, nous on a mis 16, je pense, de l'autre côté. Si on clique dessus, ouais, 16. Donc ici, on pourra supporter la lecture de 8 registres si on voulait en ce moment, mais bon, on n'a même pas, on fera même pas ça. Ici, au niveau de l'état de notre système, donc pour la réception, donc c'est pour au niveau du protocole, réception d'identification, suivi de la réception du numéro du code de fonction. La première donnée qu'on traite différemment parce que naturellement, couplé avec la fonction, ça nous permet de savoir ben, c'est quoi la suite. Puis dans ce cas-ci, est-ce que ça signifie par exemple combien d'octets on a à recevoir, ainsi de suite. Donc là, j'ai pris la même approche au fond que dans le module. Après ça, le nombre de données qu'on doit recevoir, réception du CRC haut, du CRC bas, donc c'est là qu'on va faire la vérification. On démarre tout ça en réception de l'identification. Puis ici, ben, vous voyez justement là, un exemple, si on n'a pas de type def, ça ici, on est obligé de le réécrire au long. Donc c'est une autre façon de faire. Au niveau des variables, ici des autres variables, parce que ça, c'est une variable. Donc ici, j'ai un index qui va être utilisé pour la réception. Aussi le nombre d'octets que je dois recevoir, donc qu'on vient juste d'évoquer, quand on va être ici, on va pouvoir faire ce calcul-là. Ensuite, puis aussi ben, dans la réception du header comme tel, là, on sait déjà combien qu'on doit en recevoir. Au niveau, bon, les tampons pour transmettre et recevoir. Le code, donc je me fais une variable pour pouvoir l'observer. Puis aussi, c'est plus facile pour le réaligner. On se souvient, il faut inverser les hauts puis les bas, là, la partie de l'octet haut puis l'octet bas. Puis ici, quand on fait la lecture, ben, on a vu tantôt la fonction A reçoit la destination mémoire. Donc ici, c'est un pointeur vers cette mémoire-là. Puis l'état, donc le state code, bon, ici, on pourrait le mettre à no error, mais de toute façon, on va voir dans l'initialisation, il fait state reset, donc tout va se remettre dans un état connu. Puis ici, ça, c'est ma variable qui est utilisée en interruption. Bon, il faut savoir que présentement, cette librairie-là utilise le timer 0. Donc, le timer 0 est utilisé là, pour déterminer le timeout, justement, est-ce qu'on a dépassé le temps de la réception. C'est pour ça que cette variable-là est volatile, vu que c'est modifié en interruption. Ça commence à 0. En fait, on va s'en servir là, quand on va déclencher une transmission qui va attendre. On va calculer combien de temps qu'on devrait attendre avant d'avoir, au fond, fini de transmettre plus 3.5 espace. Puis si on dépasse ce temps-là, ben, ça va automatiquement déclencher un timeout. On a aussi, bon, ici la fonction de l'initialisation. On initialise le RS485 à la vitesse qu'on demande selon la fréquence du CPU. Donc, lui fait ses calculs à l'interne. Lui, encore une fois, il est configuré en 8N1.
Ensuite, bon, le timeout qui commence à 0. De toute façon, il n'est pas activé. On va voir comment que ça fonctionne exactement, la détection du timeout. Remise à 0 des états du système. Puis ici, ça, c'est la configuration pour avoir le déclenchement des interruptions à toutes les 100 microsecondes. Juste le marquer en commentaire. Aux 100 microsecondes. Donc, ça ici, ça déclenche le timer aux 100 microsecondes. Bon, avant de vous montrer Modbus Read, je vais juste vous montrer, parce que comme vous pouvez voir, lui, c'est une fonction qui est interne. Là, on va regarder les fonctions qui sont offertes. Donc, il y a Modbus Read Core, mais lui, on ne s'en souciera pas parce que c'est une copie conforme de Read Input. Celui-là, on va l'utiliser. Donc, Read Input qui reçoit le numéro d'identification, l'adresse, le nombre d'éléments à lire, puis la destination vers laquelle envoyer la réponse. Ici, il dit, OK, ben, est-ce que l'adresse, c'est au moins une adresse qui est valide de façon relative, est-ce qu'elle est inférieure à 1999? Donc, si oui, ben, il accepte de continuer. Sinon, il arrête ça là tout de suite, puis il dit, c'est pas une bonne adresse. Tu arrêtes ça là, ça ne marchera pas. Bon, naturellement, ça ne veut pas dire que le module supporte l'adresse qu'on a spécifiée. Hein. Ça sera au module de nous le dire s'il n'est pas capable de supporter l'adresse qu'on vise. Mais sinon, ici, si l'adresse est quand même une adresse Modbus théoriquement valide, ici, on passe tout droit. Donc, si on passe tout droit, on s'en va ici. Puis là, on va appeler notre Modbus Read, auquel maintenant, on passe seulement que ID, address, NB, puis destination. Donc, la seule différence entre read core et read input, c'est au fond le code qu'on va mettre si jamais, naturellement, l'adresse est bonne. Et la raison pour laquelle j'ai fait une fonction commune, ben, c'est parce que c'est le même traitement après ça. Donc là, on arrive maintenant dans Modbus Read. Donc Modbus Read qui reçoit ID, adresse, le nombre, destination. Ici, il dit OK, ben, si le nombre c'est 0, ben, ça ne marche pas, hein, ce n'est pas des bonnes données de toute façon. On aurait pu le tester dans l'autre, mais il aurait fallu que je fasse deux if. Ici, j'en faisais juste un. Donc, j'étais économe sur le nombre de if. Puis là, on bâtit notre trame. Donc, numéro d'identification qu'on vise, positionnement de l'adresse, le nombre qu'on veut faire la lecture, calcul du CRC, placement du CRC, envoi de la donnée, puis calcul du timeout. Donc, pour calculer le timeout, ici, au lieu de mettre 3,5 caractères, j'en ai mis 4, là, juste pour me donner une petite marge. Puis 8, ben ça, c'est le nombre de caractères que j'envoie. On se souvient, mon timer il est actionné à toutes les 100 microsecondes. Donc là, ici, ça nous donne au fond le nombre de fois que je dois aller dans le timer de 100 microsecondes pour dépasser la limite. Donc au fond, lui, il dit, OK, ben, place-le au maximum au nombre de fois qu'on doit le faire. Puis ça va être décrémenté dans l'interruption, comme on va voir tantôt. Ça ici, c'est un petit marqueur là, juste pour les débogages en ce moment qui utilise le LED sur la plaquette pour mettre à 1 lorsqu'il commence à transmettre. Donc, puis ça nous permet de le mettre à 0 quand il tombe dans l'erreur de timeout, par exemple. Donc, ça ici, ça nous calcule notre compteur à utiliser pour le timeout. Remise à 0 des états. Puis, on met le code en disant, ben là, maintenant, je suis busy, je suis en train de transmettre. Puis, on récupère aussi le pointeur de destination pour récupérer la donnée plus tard. Et en ce moment, ben, on va retourner aucune erreur parce qu'on n'a eu aucune erreur qui a été détectée tout au long qu'on a fait ici. Donc, ça, c'est plus pour un usage interne. Ensuite, on a la tâche Modbus qui est appelée. Elle n'a pas besoin d'être appelée sur une base de temps fixe parce qu'il y a son timer directement dans l'interruption. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est parce qu'on peut difficilement savoir la base de temps précise auquel ça va être appelé tout le temps. Donc, dans ce cas-ci, fait que, puis, par exemple, ici, on l'espace à toutes les 100 millisecondes, sinon on sera en train de tout le temps envoyer. Donc, puis quand on va ajouter d'autres fonctions, comme par exemple le USB, ben là, ça aurait tout démoli notre base de temps en 100 microsecondes. Donc, ça ne marchait pas vraiment. C'était préférable, en fait, plus simple de juste envoyer le timer à l'intérieur de la tâche. C'est une façon de faire, il y en a probablement plein d'autres très bonnes aussi, probablement même des meilleures, hein. Mais bon, ça, c'est celle que moi, je décide d'utiliser pour la démonstration. Je trouvais ça facile.
Si on en regarde bon, pour la tâche, ça ici, c'est des variables qui vont être utilisées là, localement. Réception de la donnée, juste pour la garder. Ça facilite au niveau du débogage quand on veut observer les données. Puis, même chose là, pour le CRC. Première chose qu'il fait, ben, il dit, OK, est-ce que mon code est différent de Buzzy? Donc, par exemple, est-ce que j'ai détecté déjà que j'ai reçu les données, puis tu n'as juste comme pas fait ton traitement encore, là? Donc, si oui, ben regarde, j'ai fini quelque chose, là. Fait que traite ce que j'ai fait. Avant de me demander quelque chose, là, utilise ça. Donc, parce que normalement, le main, tout ce qu'il a à faire, lui, de son côté, ben, c'est s'assurer que justement que ça, c'est plus à Buzzy pour pouvoir transmettre la prochaine commande. Ensuite, il vient tester. Bon, est-ce que mon timeout est rendu à 0 puis que j'ai pas de données qui attendent d'être traitées? Donc, si j'ai pas de données qui attendent d'être traitées puis mon timeout est à 0, on se rappelle ici, si on a passé à travers ce if-là, si on est rendu ici, c'est qu'on est Buzzy. Donc, on est en train de. On a transmis puis on attend un écho ou une réponse. Donc là, si le timeout est expiré et qu'on n'a pas de données, ben, ça veut dire que le module ne nous répondra juste jamais probablement. À ce moment-là, le state devient timeout. Ici, je mets mon bit là, de débogage à 0. C'est juste pour le visualiser tantôt à l'OCScope. Puis, je retourne le code. Donc, encore une fois, je sors d'ici. Sinon, ben, de toute façon, c'était inutile de continuer. Là. Je ne rentrerai même pas dans le while en théorie si je n'ai pas de données à traiter. Bon, sinon, si j'ai des données à recevoir, ben là, je vais les traiter une à une. Bon, si j'ai des données à recevoir, ben, je veux remettre à zéro mon timeout. Hein? Donc là, par exemple, il détecte des pauses, des arrêts de 4 caractères. Hein, parce que là, le module, pour une raison obscure, pourrait décider d'arrêter de nous parler pendant 4 caractères. Puis ici, c'est juste pour supporter ça parce que ça serait en accord avec le protocole à la base. Pour RX Data, donc là, on va faire récupérer une donnée à partir du RS485, on la met dans RX Data, puis maintenant, on fait un branchement en fonction de l'état de la communication. On se souvient, on commence à RxID, qui est notre default. Et puis là, il dit, OK, ben, récupère l'information, mets-la dans la trame de réception, incrémente l'index quand je viens de te mettre à 0. Bon, OK, on aurait pu mettre ça à 0 ici, mais comme vous vous souvenez, j'utilise l'index pour me donner l'information sur le nombre d'octets que j'ai dans mon buffer, dans ma trame reçue. Ensuite, prochaine étape, ben, c'est réception de la function code. Donc là, à ce moment-là, on récupère le function code. Prochaine étape, ça va être de s'en aller dans RxData. Puis là, dans RxData, il teste. Est-ce que ce que je viens de recevoir, est-ce que le function code que je viens de recevoir, c'est une exception? Donc, si c'est une exception, ben, directement, la prochaine chose qu'on va recevoir, c'est la partie CRCI. Donc, les données que je viens de recevoir, ben, c'est le code déjà. Donc, on n'a rien à recevoir, puis on s'en va directement dans la prochaine étape qui est réception du CRC. Sinon, dans les autres cas, ben, on va faire un petit branchement en fonction de ce qu'on a reçu. Bon, normalement, ce qu'on devrait avoir en écho, c'est les fonctions qu'on a envoyées. Donc, si on a, par exemple, un read coil ou read input, ici, ben, ça va nous dire combien de données qu'on doit recevoir. C'est fourni par la donnée qu'on vient de recevoir justement, donc le nombre d'octets qui nous reste à recevoir. Si c'est write single core, ben, c'est un écho hein, dans ce cas-ci, puis on sait que le nombre d'octets à recevoir, c'est 3 dans ce cas-ci. 4 en fait, comme on dit, mais on vient juste de recevoir le premier, donc il nous en reste 3 autres à recevoir. Parce que dans l'écho, c'est 6 au total. Puis, on s'en va dans les autres cas, au fond, en RX, data X. Bon, ici, le nombre d'octets, on ne le sait pas, ça dépend de l'écho. Puis ici, c'est 3 fixes. En fonction de ça, ben là, on va remplir la trame progressivement. Donc, on décrémente. Dès qu'on atteint 0, ben là, on va s'en aller à la réception du CRCI. Quand on arrive à CRCI, ben, on place la donnée encore une fois dans la trame pour l'analyse plus tard. On s'en vient dans CRC Low. Puis, ouais, j'entends des gens dire, ouais, mais ça ici, tu aurais pu mélanger ça ensemble. Ouais, mais ici, je voulais juste qu'on garde des états séparés pour le débogage. Là, ça va vous faciliter la tâche là, si vous faites l'implantation de ça.
Ensuite, réception du CRC low. Bon, maintenant, on est rendu ici. On place ça dans notre tableau de réception, notre trame de réception. On calcule localement, nous, à partir des données qu'on a reçues sur la trame de réception, on calcule notre propre CRC qui va être comparé maintenant avec le CRC qu'on vient de calculer avec celui qui est présentement dans la trame reçue. Si c'est valide, ben là, on dit OK, ben là, tu as reçu une donnée. Maintenant, on est rendu à valider la trame comme telle. Donc, première chose qui vérifie, est-ce que le numéro d'identification, c'est le même que celui que j'avais demandé? Donc, si ce n'est pas le même, ben, il y a un problème au niveau de l'écho. Puis là, ben, c'est encore une fois, c'est au programme principal à décider quoi faire avec ça. Ensuite, de ce côté-ci, il vérifie est-ce que c'est un code d'exception. Si c'est un code d'exception, ben là, il va récupérer le code. Donc, on se souvient dans les codes de statut, ben, on peut avoir aucune erreur ou les codes d'erreur reçus ou les codes spéciaux que j'ai définis. Donc là, ici, il récupère le code d'erreur reçu. Sinon, si ce n'est pas une exception, donc à date, tout s'est bien passé, il va faire un switch. Il va dire, OK, ben, si c'est les deux fonctions de lecture, c'est le même principe à l'intérieur. Ici, on va aller assigner en mémoire les octets qu'on a reçus, tout simplement. Donc, pour chaque octet reçu, place-le vers la destination. Tu feras le traitement au niveau du programme principal. Pour l'écriture d'un COI simple, ben, on se rappelle, c'est supposé être un écho identique à ce qu'on a transmis. Donc, on devrait recevoir ce qu'on a transmis. Donc, à ce moment-là, il vérifie, est-ce que c'est tout pareil? Si c'est tout pareil, tout va bien. Dès qu'il en détecte un seul octet qui n'est pas le même, ben, il dit, ben, il y a une erreur au niveau de l'écho. Il sort de là. Ensuite, si jamais, ben là, ici, ça c'est le else par rapport à notre test de CRC. Donc, si le CRC n'est pas le même, ben là, il va dire, ben, il y a une erreur au niveau de ton CRC. Ça va être mon nouveau statut. Et le statut est retourné à toutes les fois que la fonction est appelée. Calcul du CRC, on revient rapidement dessus. Donc, lui, il est vraiment, là, on se rappelle, spécifique au Modbus. Modbus, son CRC commence tout à 1. Ensuite, c'est deux boucles imbriquées. La première qui fait un XOR avec le CRC et un élément de source reçu, donc 8 bits par rapport aux 16 bits du CRC actuel. Ensuite, il fait des décalages conditionnels. Ça dépend. Est-ce que le bit le moins significatif est égal à 1? Si oui, fait un décalage et un XOR avec le polynôme spécial Modbus, qui est 0x-A001. Sinon, s'il est à 0, il fait juste un décalage d'un bit. Et ainsi de suite. Donc, c'est le fonctionnement du CRC. Remise à 0 des états spécifiques, ici. Donc, ça, c'est, bon, dans ce cas-ci, la communication retourne à réception d'identification, puis le state code, c'est aucune erreur. Au niveau du timer, ben, tout ce qu'il fait, c'est si jamais timeout counter vaut quelque chose, il le décrémente. Hein, parce qu'on a vu, il est testé ailleurs. Comme ça, ben, on est certain, parce que si jamais, comme dans le main en ce moment, on a un délai très long entre chaque fois qu'on appelle la tâche, ben, on ne sera pas joué de tour. Parce qu'ici, par exemple, si je déclenche, je rentre à l'intérieur ici, je déclenche une écriture, je sors, ben, avant que je revienne pour tester ma tâche, ben, je vais attendre 100 millisecondes, ce qui est beaucoup plus long. C'est sûr que je vais être en timeout si je ne fais pas de process avant ça. Donc, c'est pour ça que l'analyse est faite au niveau du début de la tâche pour le timeout. Donc, on regarde un peu ça fonctionner. Donc là, ici, si j'appuie sur le bouton, on peut voir qu'il vient s'activer. Et même chose à la réception. Bon, ce que je vais faire, je vais juste décaler ça un petit peu. Ce qu'on va faire, on va s'ajouter des sondes de CSK. Donc ici, je vais mettre une sonde sur la réception, une sonde sur la transmission. Bon, première chose qu'on observe au niveau de l'oscilloscope, c'est que pour ceux qui sont déjà habitués ou qui ont déjà vu du protocole Modbus, c'est que je n'ai pas de période d'attente. Donc ici, ça c'est la trame qui est transmise, ça c'est la trame qui est reçue. Donc c'est ce que j'envoie avec le master, c'est ce que je reçois avec le slave.
Normalement, l'esclave devrait attendre 3,5 caractères, une durée de 3,5 caractères avant de répondre. C'est visiblement pas le cas. En ce moment, je réponds. En fait, j'attendais pas, hein. Je reçois l'information, puis à peu près 100 microsecondes plus tard, au fond, le traitement est fait, puis il commence à répondre. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce que c'est un délai qui m'apparaît inutile dans les systèmes aujourd'hui. Donc, quand on le développe à l'interne, souvent je l'omets. Mais si on veut être 100% compatible, il faudrait faire cette pause-là absolument au niveau du capteur. Bon, moi, comme je disais, pour des raisons de performance, je l'omets. La seule place que je vais souvent le mettre, c'est au niveau du master parce que ça permet de resynchroniser les modules à la réception. Puis là, il faut au moins s'assurer qu'on attend un 3,5 caractères avant de recommencer à transmettre. Bon, ici, ce qu'on a donc, on a la trame de transmission, on a la réception, puis présentement, le signal vert, ben, c'est le signal par rapport à quand je commence à transmettre, il redeviendra 0 si on avait un timeout. Donc, pour avoir un timeout, ben, une façon facile de faire, c'est d'enlever le module. Donc, je vais juste déconnecter le module. Ici, on peut voir, là, j'envoie des données. Bon, puis là, mon timeout, ben, il revient juste avant de transmettre. Puis si je change l'échelle de temps, ici, ce qu'on voit, c'est, au fond, je suis à 20 millisecondes. Donc, on a 100 millisecondes entre chaque fois qu'on a un timeout. Mais au fond, c'est parce que le timeout, c'est pas le timeout comme tel, c'est le timeout qui est dû à notre main. Donc, ici, si je reviens dans le main, puis j'enlève ce timer-là, on va voir plus notre timeout, comment il surgit. On va le voir survenir tout de suite après euh, au niveau de la transmission. Donc, on voit ici, au fond, il déclenche la transmission, en même temps, il met à 1 le signal. Et puis là, il a fini de transmettre, puis il attend, puis ben, il voit bien que personne n'y répond, fait qu'il déclenche un timeout. Dans le main, bon, il teste ça ici, ça lui donne un état différent de Buzzy, il rentre en dedans pour faire le traitement, puis là, il dit, OK, ben, t'es timeout, fait que réessaie encore. Donc là, il essaie avec une nouvelle trame. Bon, cette fois-ci, il essaie de lire le capteur, qui va encore donner un timeout parce que, naturellement, il n'y a personne qui va répondre maintenant qu'il ben, n'y a plus personne de branché. Donc, on voit là, la durée qui était illustrée là, du timeout. C'est pour ça, au fond, que moi, je l'ai mis dans le début des conditions pour s'assurer que sinon, ce n'est pas lié au nombre de fois qu'on appelle le task, la tâche de Modbus. Sinon, ça pourrait déclencher, au fond, des timeouts qui ne seraient pas des vrais timeouts. Donc, ça, c'est pour l'analyse des signaux à l'oscilloscope. Bon, j'ai dit une chose qui serait intéressante d'ajouter, c'est la fonctionnalité, ben, la capacité de pouvoir être un bus monitor. Puis là, ce qu'on va faire, on va ouvrir un autre projet qui est déjà fait, qui réutilise les mêmes fonctions, mais qui cette fois-ci utilise les fonctionnalités USB. Donc ici, c'est le même code qui est utilisé dans les démonstrations pour le USB virtuel qui est fait avec l'ATmega. Ici, j'ai les mêmes fonctions qu'on avait dans Modbus RTU. Donc, je vais juste aller dans le point H parce qu'il y a une mini différence. Je vais venir ici. C'est que j'ai ajouté une nouvelle fonction. Et puis là, ça va donner des cheveux blancs à certaines personnes. Donc, cette fonction-là s'appelle Modbus Monitor Init. Bon, c'est une fonction qui va me permettre de passer à Modbus une autre fonction, donc la destination d'une fonction qui, elle, permet de faire des envois de chaînes de caractères. Donc, dans ce cas-ci, au fond, ce que je vais lui passer, c'est mon USB write qu'on avait vu précédemment. Donc, je vais lui renvoyer cette fonction-là en paramètre, puis lui dire, ben, regarde, fais-moi du reportage, donc fais-moi des rapports d'informations vers cette console-là. Donc, il y aurait eu d'autres façons de faire. On aurait pu emmener une copie ou un pointeur vers les trames de transmission puis de réception qui sont utilisées dans Modbus RTU. Mais là, ça aurait été compliqué de synchroniser. Donc, à quel moment est-ce qu'il fait la lecture, à quel moment est-ce qu'il fait la transmission réellement? Donc, à ce niveau-là, c'était plus facile de dire à Modbus, regarde, à toutes les fois que tu écris sur le RS485, ben, fais un rapport vers la console. Et quand tu reçois des données par RS485, ben, même chose, fais-les afficher sur la console. Donc, ça permet de faire un affichage transmission-réception. Et puis, l'astuce en arrière de ça, ben, ici dans les paramètres, tout est en arrière de là. Fait que ça ressemble un peu à ce qu'on fait d'habitude. Donc,
c'est un paramètre, sauf que cette fois-ci, on dit, ben, je vais te passer un pointeur vers une fonction. Je vais lui passer le nom de la fonction, si on veut. Puis la fonction, je te promets qu'elle va respecter ce format-là. Donc, le format qu'elle va passer, la fonction, c'est elle va recevoir en paramètre une destination, une source de données, le nombre d'octets de la donnée, et elle va te retourner un uint8. Donc, la fonction que je vais te passer en paramètre va respecter ce format-là. On va voir comment on utilise ça, là, ça va devenir un petit peu plus clair rapidement. Bon, au niveau du point H, c'est la seule différence. Si on retourne maintenant dans le main, donc au niveau du main, c'est à peu près le même code qu'on a vu précédemment. Il y a encore le délai. Là, je n'ai pas le define FCPU. On se souvient, c'est dans les définitions qui sont faites dans le makefile. Donc, dans le makefile, il est déjà défini FCPU, donc on n'a pas besoin de le redéfinir. D'ailleurs, ça nous donnerait une erreur si on le redéfinissait. Donc ici, pour utiliser délai, j'en ai pas de besoin. J'ai encore mon hardware init, sauf que là, j'ai Serial USB Write qui est utilisé pour l'écriture, que je vais passer en paramètre éventuellement. Puis, bon, on a aussi des informations, là, la trame pour transmettre que je ne vais pas utiliser. Fait que, au fond, je ne sais pas pourquoi elle est là. Effectivement, on s'en servait plus. Ici, même chose, là, le type de tantôt, le sensor, puis là, LED state qui était sur le C7, qui lui va être associé au fond à l'état du USB. Elle va être allumée quand le USB est connecté, puis elle va être éteinte quand le USB est déconnecté. C'est le statut de base. On pourra aussi juste l'enlever de ces fonctions callback-là de USB si jamais on veut réutiliser là, pour du débogage comme on faisait tantôt, là, où on regardait quand est-ce qu'on devient timeout. Ensuite, puis d'ailleurs, on va juste reconnecter les fils là, parce que ça ne marchera pas notre exemple dans pas long, donc on va vouloir faire l'exemple. Donc, hardware ini, ici, je fais juste aux 500 millisecondes, donc je ne voulais pas non plus inonder la console de texte, là, puis qu'on ne soit pas capable de suivre qu'est-ce qui se passe. Donc, même ici, je pense qu'on va mettre ça encore plus lent que ça, là. On va mettre ça aux secondes. Ça va nous permettre d'avoir pas trop de messages qui apparaissent. Puis, encore un peu la même approche. Donc, e-test, est-ce que je ne suis pas buzzy en ce moment? Oui. Fait qu'au départ, hein, il démarre, il est à no error. Fait que là, il est not buzzy, au fond. Il rentre ici, puis là, il fait soit un write, soit un read. Donc, ça ici, ça change absolument pas. C'est exactement la même chose que tantôt. Il affiche l'état, puis la seule affaire qu'on a rajouté de plus ici, c'est USB task qui va être géré. Bon, au niveau de l'initialisation, ben, il y a les éléments en lien avec USB qui apparaissent et j'ai Modbus Monitor Init auquel je passe en paramètre ben, la fonction Serial USB Write qui nous servira à faire les envois de caractères vers la console. Là, on va aller voir dans le fichier .c parce que là, à ce niveau-là, là, il y a des petits changements naturellement. Ce que j'ai fait pour faire un exemple rapide, ici, je garde le pointeur que je reçois pour la fonction en disant, OK, ben moi, le pointeur que je vais avoir, là, ça va être, je vais l'appeler Modbus Serial Monitor Write. C'est peu importe ce que ça va être ça que je vais utiliser pour écrire. Ça, c'est pratique parce que regardez comment c'est fait. C'est qu'en fait, on pourrait, ben là, on y passe USB Write, mais on pourrait lui passer un UART Write aussi, à condition naturellement qu'il retourne un uint puis il reçoive en paramètre un pointeur vers des uint8 et un size qui est en uint size. Donc, à ce niveau-là, c'est la seule chose qui demande qu'on respecte ce pattern-là pour la réception, puis la transmission et la réception des données. Bon, le uint size, on pourrait changer notre write au niveau du USB puis le mettre à 8. Là, clairement, ça m'étonnerait qu'on envoie plus que des trames si longues que ça dans cet exemple-là. Mais ça traînait d'un autre exemple qu'on connaît quand on testait les performances du USB justement. Puis ça, on regarde Modbus Monitor Init, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait juste vérifier que le pointeur qu'il a reçu, ben, il vaut quelque chose. Donc, on a passé quelque chose en paramètre. Puis si c'est le cas, ben, il va conserver l'information. Donc, il l'envoie dans son pointeur ici pour l'utiliser plus tard.
Puis j'ai une fonction interne maintenant qui s'appelle Modbus Print Monitor. Donc à l'interne, là, au lieu d'utiliser le pointeur, c'est quand même assez lourd à écrire. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il appelle cette fonction-là lorsqu'il veut imprimer une information sur le moniteur. Donc, chose qui lui spécifie, c'est d'abord les données qu'il va afficher, le nombre de données qu'il va afficher, puis finalement, quelle direction est-ce que c'était une transmission ou une réception, ces octets-là. Bon, ici, dépendamment de la transmission ou de la réception, il commence. Ici, j'ai un tableau de caractères qui est disponible juste ici. Puis il commence, au fond, l'affectation avec sprintf sur soit TX, soit RX. Ensuite, il s'en vient ici, puis il dit, OK, pour toutes les données que je dois transmettre, tant que ça ne dépasse pas 64, c'était juste une petite sécurité que je m'étais mis au départ. Il faudrait juste s'assurer qu'on ne dépasse jamais le message, mais là, on ne peut pas mettre message direct parce qu'en plus, on ajoute 2 caractères, fait que ça devrait être comme la grosseur de message moins 2. Bon, ici, là, pour être vraiment parfait, il faudrait dire pas plus grand que 126. Ça serait bien de se faire un define à ce niveau-là, naturellement. Donc ici, pour effet du remplissage de la trame en fonction des données qu'on a reçues, il utilise sprintf pour convertir les données en texte. Donc, puis moi, je le fais afficher en format hexadécimal. Ça va être plus facile, là. C'est facile quand même pour nous, puis ça donne juste 2 caractères. Ça ne fait pas trop de caractères à lire non plus. Ensuite, on envoie le retour de chariot, la nouvelle ligne. C'est pour que dans la console, ça change de ligne à chaque fois qu'on reçoit une ligne complète. Puis ensuite de ça, je teste, est-ce que j'avais affecté quelque chose à ma fonction? Donc, est-ce que mon pointeur, là, Modbus Serial Monitor Write, la fonction, est-ce qu'elle pointe vers quelque chose? Parce que sinon, je ferais une écriture sur le pointeur 0, ce qui ferait du mal à notre programme et ferait resetter notre programme. Donc, si c'est le cas, je dis OK, fais un appel de cette fonction-là. Comment le faire? C'est un peu la même chose que quand on veut utiliser un pointeur, le contenu d'un pointeur. Ici, on veut utiliser la fonction qui est pointée par le pointeur. Donc, on met étoile, le nom, parenthèse, puis on va utiliser son contenu. Ici, c'est l'équivalent d'écrire le USB write, par exemple, puis les paramètres qu'on veut passer, la string qu'on envoie, le nombre de caractères en question. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus tricky, mais je trouvais ça intéressant de faire cet exemple-là pour vous montrer comment on peut passer une fonction en paramètre. On n'avait jamais vraiment utilisé ça, je crois. Donc ça peut vous montrer là, une façon de faire ça. Ensuite, on a Modbus ini ici qui n'a pas vraiment changé au niveau du read. OK, puis là, ce que je voulais vous montrer, donc, quand j'ai une trame complétée, ce que je fais, c'est que je l'imprime sur le moniteur, puis ensuite, je l'envoie sur le RS485. Donc, je l'ai mis avant juste pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Vous pouvez l'essayer, vous verrez les genres de problèmes que ça peut vous causer. Donc, ça ici, j'ai mis ça comme ça. OK, fait qu'au fond, à toutes les fois que je fais des appels sur send, je lui dis, imprime la trame, le nombre de caractères de la trame, puis 1, ça donne la direction de transmission. 0, c'est la réception. Fait que j'ai la même chose plus loin lorsque je transmets ici pour l'autre fonction que j'avais. Puis finalement, en réception, quand j'ai fini de recevoir une trame, bonne ou pas, je la fais imprimer. Donc, quand j'ai une trame complète reçue, j'imprime ce que j'ai reçu, puis à partir de là, au fond, on verra la conclusion qui est faite par notre système. Fait que si je télécharge ça, bon, ici, il n'est pas content parce qu'à quelque part, je lui ai passé une chaîne de caractères au lieu de passer un uint8. C'est pas très très grave, là, on le sait, c'est la même chose de ce côté-là. Puis on va ouvrir RealTerm. Je vais apporter ici, qui était sûrement pas ouvert. On va juste le rouvrir. Puis là, on voit apparaître nos trames transmises et reçues, une après l'autre. Donc ici, on voit, là, par exemple, j'ai transmis. On va juste faire un, je sais pas si freeze. Puis on va juste arrêter la communication. Bon, là, c'est ça qui est un peu achalant, par exemple, quand on fait la communication USB série virtuelle. On a vu, c'est que quand on arrête notre système, on perd la communication, là. Le module disparaît de la liste. Donc, ici, par exemple, on a transmis à le numéro d'identification 1 la fonction 2, qui est un read.
Puis on lui a demandé de lire au fond un octet. Ça ici, c'était notre code qu'on a reçu. Puis en dessous, on a tout de suite sa réponse où il nous donne l'état du bouton. Bon, l'état du bouton en ce moment, il n'est pas appuyé, donc il est à 1. Puis ensuite, on a fait la transmission 1.5. Ben ça affecte le LED, qui en ce moment, ben, mon bouton n'était pas appuyé, fait que le LED il est éteint. Puis on peut voir que ben, lui, il nous fait un écho de ça directement. Donc si je relâche, je vais juste rouvrir mon port pour qu'il recommence à recevoir. Donc, quand vous déprogrammez, vous allez voir Return, il envoie un message, vous cliquez OK, puis vous faites fermer, rouvrir. Quand vous allez revenir, il va se reconnecter. Puis là, on peut voir, là, si j'appuie sur le bouton, on va voir les données changer. Donc, si j'appuie sur le bouton, c'est dans le write que ça va changer. Puis là, on voit, c'est rendu FF00 qui apparaît maintenant. Puis, si j'appuie sur le bouton ici, bon, j'ai naturellement mon LED ici qui prend un état différent. Puis, on peut voir qu'au niveau de la lecture, quand j'ai la réception, mais maintenant, je tombe à 0. Donc, on voit la console, c'est vraiment super pratique pour faire du débogage. Ça va être très pratique dans le futur quand on va interfacer plusieurs modules. Et on pourrait ajouter des messages supplémentaires. Par exemple, dans le main, il pourrait utiliser le statut pour dire, ben, OK, il y a eu un timeout, puis le rapporter de façon textuelle dans le moniteur. Ici, on pourrait faire un petit test. Donc, quand on reçoit un code en question, ben, on peut tester ce code-là. Donc, si le code qu'on reçoit, c'est égal à modbus timeout, bon, on pourrait envoyer un message. Bon, nous aussi, on a accès à la fonction USB write. Là, on pourrait envoyer un message. Là, le message, ça va être timeout. Puis, on va se faire un retour de chariot, là, comme tantôt, pour être sûr. Là, on va calculer combien qu'on envoie de caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 caractères dans cette chaîne-là. Là, on envoie ça. On va ramener la console. Puis là, si jamais on déconnecte, on a des timeouts qui apparaissent. Donc ici, on a les messages. À chaque fois qu'il s'essaie, là, il passe d'une interaction à l'autre, puis il tombe en timeout. Si jamais on reconnecte tout ça, il se remet à communiquer correctement, puis il récupère. Bon, comme on se disait, là, ça prend quand même du temps là, parce qu'on est aux 2 secondes pour les interrogations qui varient. C'était juste pour alléger les messages. Donc on voit, on pourrait peaufiner les messages qui sont envoyés dans le moniteur. Avec ça, on a l'outil, il est disponible. On en fait ce qu'on veut. C'est maintenant tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez ne rien manquer, de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.